À la une de l'actualité à Thiès, un bâtiment R+3 s'effondre à Rodaba, à Kermoussa. Un bilan provisoire de 6 blessés, dont 2 dans un état grave. Tous évacués à l'hôpital Amadou Sahir Diegen de Thiès. Et puis vous aurez sans doute remarqué ces cas de décès subites notés. Au moins 6 cas relevés en l'espace d'une semaine. Des scènes de malaise sur la voie publique. Qu'est-ce qu'il explique? Réponse dans ce journal. En attendant, il faudrait éduquer, enseigner les gestes de premier secours, martèle le docteur Antoine Sarr de l'hôpital Aristide Le Dantec. Mais les Sénégalais connaissent-ils les gestes de premier secours? Le micro-trottoir d'Abdoulaye Diop à suivre dans ce journal. Et puis, coronavirus au Sénégal, la pression s'accentue dans les structures sanitaires. Le pays dépasse désormais le cap des 600 morts avec ses 9 nouveaux décès supplémentaires enregistrés et 280 nouvelles contaminations. Nous ferons le point à Thiès, Matam, Saint-Louis. L'actualité internationale et sportive boucleront ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. Merci de nous choisir pour vous informer. À Thiès, un bâtiment R+3 s'est effondré en début d'après-midi à Rodaba, un peu en partant vers Dakar. En plus des dégâts importants, le bilan est de 6 blessés, dont 2 graves. Des personnes sont encore sous les décombres, nous dit-on. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Amadou Sahir Diegen de Thiès. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Thiès, Babacar Ndao. Série de morts subites au Sénégal, au moins 6 cas de décès relevés en l'espace d'une semaine. Et je vous rappelle la mort de l'avocat à la cour Maître Aise alors qu'il était en audience au tribunal de Dakar, parmi tant d'autres. Face à cette situation, l'on s'interroge sur les gestes de premier secours. Est-ce que les Sénégalais les connaissent ou les maîtrisent-ils? Notre reporter a posé le débat dans les rues de la capitale. Si certains les ignorent complètement, d'autres affirment en savoir un peu plus, suivant ce micro-trottoir réalisé par Abdoulaye Diop. Le nom c'est Serine Modou Cissé. Nous l'avons rencontré chez une vendeuse de petit déjeuner. À notre question de savoir s'il connaît les gestes de premier secours, cet étudiant est catégorique. Les gestes de premier secours, moi je ne les connais pas et je pense que c'est à l'État normalement qui devrait penser à ça, c'est-à-dire à inculquer donc aux élèves ce genre de connaissances-là, parce que c'est des connaissances qui sont quand même utiles dans la vie. Franchement, moi je les ignore. Son camarade Khadim Kabé a d'abord répondu par la négation. Non, je ne connais pas très bien. Avant de se rappeler qu'il en connaissait un. En ce qui concerne le massage cardiaque, je connais. Donc il suffit tout simplement de poser la paume des mains là-bas et faire au moins 7 pompes. Masque sur le visage, dos sur un poteau électrique, le regard fixe, Moussa Diakhaté nous explique comment il réagit quand il est devant une personne qui a piqué une crise. Si vous trouvez une personne qui tombe subitement, donc vaut mieux de le faire coucher donc de son côté gauche. En fait, c'est ce que je recommande souvent. Si je trouve une personne qui est mal à l'aise, on le fait coucher. Sokhna est étudiante et asthmatique. Naturellement, elle dit savoir comment secourir une personne qui fait une crise d'asthme. Quand je vois une personne piquer une crise d'asthme, je peux faire les premiers secours. Je peux lever la personne parce que si on le couche, la personne peut mourir et que je vais chercher le pompe d'asthme pour pouvoir la secourir. En quelques jours, presque une dizaine de cas de mort subite enregistrés, malaise, AVC ou encore crise cardiaque sont souvent indexés. Face à cette situation, les citoyens rencontrés prônent tous la vulgarisation des gestes de premier secours afin de secourir leurs compatriotes. Et éduquer les personnes ou les populations au premier secours face à la recrudescence des cas de mort subite. L'appel est du docteur Simon-Antoine Sarr de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon lui, la survenue de morts subites est principalement secondaire à une cardiopathie coronarienne, une maladie des artères ayant pour conséquence un rapport en sang insuffisant aux muscles cardiaques responsables de troubles du rythme ventriculaire. Des personnes témoins de scènes de malaise sur la voie publique devront prendre toutes les précautions nécessaires avant d'administrer des soins de secours aux victimes compte tenu de ce contexte de pandémie. Les précisions de Malik Faye, chef de service eau, hygiène et assainissement, prévention et contrôle des infections de la Croix-Rouge sénégalaise au micro de Marie-Rosalie Diaye. Toute personne qui est en détresse doit être assistée dans les délais par une autre personne. Donc si dans la rue ou dans la communauté quelqu'un assiste à quelqu'un qui subitement est tombé, ça peut ne pas être le Covid. Ça peut être un syncope, ça peut être quelqu'un qui s'est
évanouir, ça peut être une crise, etc. Mais dans cette période de pandémie, il serait important que la personne qui doit aller vers ce dernier pour le secourir puisse prendre de lui les mesures nécessaires de protection, à savoir porter un masque, quand même avoir des gants. S'il a quand même la connaissance de réanimer quelqu'un, si c'est quelqu'un qui a déjà fait le secourisme ou bien qui est infirmier et qui est médecin, donc il saura quelle est la procédure pour pouvoir aider la personne à réanimer. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît rien et qui doit aider la personne, donc le mieux, c'est de se prémunir d'abord et ensuite de voir avec la personne, s'il ne respire pas, d'essayer de le coucher sur le côté droit et puis en position de sécurité et d'alerter rapidement. Et aussi de voir ce que tu peux faire. Mais d'habitude, ce qu'on dit, c'est de ne pas donner de l'eau. Ne pas donner de l'eau à la personne, donc c'est pour éviter d'aggraver la situation. Mais quelqu'un qui est déjà instruit en secourisme, lui, sait déjà ce qu'il faut faire tout en prenant les dispositions nécessaires de ne pas utiliser en cas de Covid. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, dans nos formations de secourisme dans nos écoles, maintenant, on commence à pratiquer la réanimation avec quand même d'autres systèmes qu'on a mis en place pour prévenir le Covid. Restons dans le domaine de la santé pour parler de la situation épidémiologique au sein du pays. La pression qui s'accentue de jour en jour. Le pays dépasse désormais le cap des 600 morts liés à la Covid-19. 9 décès supplémentaires ont été recensés par les services de santé. 280 nouvelles infections également notées. 53 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Sur 1698 tests réalisés, 280 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 193 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 26 à Thiès, 16 à Kaolack, 10 à Ouakam, 9 à Rufisque, 8 à Touba, 7 à Ouest Foire, 6 à Yoff, 5 à Tamba et Tivaouane, 4 à Dakar Plateau, Khombol, Liberté 6, Mariste, Mbour et Sacré-Cœur 3, 3 à Darou Mousti, Grand Dakar, Kaffrine, Keur Massar et Popenguine, 2 à Bakel, Grand Yoff, Guinguinéo, HLM 6, Matam, Médina, Ngaparou, Nord Foire, Ouagouniaï, Parcelles Assainies, Point E, Sokone et Zagbao. 1 à Amitié, Bargny, Biscuiterie, Cité Aliou Sow, Cité Mourtada VDN, Diamaguène, Diamniadio, Fann, Fass Mbao, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kanel, Keur Mbaye Fall, Louga, Malika, Mamet, Mékhé, Ngexo, Ngor, Nioro, Petit Mbao, Pikine, Podor, Pout, Ranérou, Richard Toll, Saly, Sangalkam, Saint-Louis, Sicap Baobab, Sicap Rydhies, Sindia, Thiaroye, Yeumbeul et Zone B. 255 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 26 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 407 cas ont été déclarés positifs, dont 21 125 guéris, 601 décédés et 3 680 sous traitement.
La région de Thiès enregistre 49 nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire avec un pic de 26 cas dans la seule commune de Thiès. Une situation inquiétante selon l'honorable député Hélène Tine qui invite tous les acteurs à s'impliquer activement dans la lutte. Thiès, Babacar Ndao. La gravité de la situation de la pandémie Covid-19 ne doit laisser personne indifférent. Hélène Tine, Dixie. Je voudrais en profiter pour présenter les condoléances à toutes les familles qui ont été touchées, surtout qui ont perdu des proches. Je pense à la communauté de Fandène qui a vécu des coups durs ces derniers jours et je leur présente tous mes condoléances. Il faut que la prise de conscience est faite et de façon douloureuse parce que beaucoup de gens pensaient que c'était du bluff. La parlementaire d'en appeler à plus de responsabilité. Je pense aujourd'hui que chacun de nous doit être un agent pour la sensibilisation des autres et qu'ils puissent se retenir les gestes qui nous sauveront de cette maladie. Chacun de nous doit être des porteurs de ce message-là et les pratiquer et les appliquer. Notamment, je pense qu'il faudrait qu'au-delà des gestes barrières qui ont été prodigués depuis très longtemps, que nous arrêtions tous les grands rassemblements. Toutefois, la coordonnatrice du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail M7 ne trouve pas pertinent le maintien du couvre-feu dans les deux régions de Dakar et Thiès. J'ai toujours pensé que le couvre-feu, pour moi, n'était pas une stratégie pertinente. C'était la peur du début qui nous avait amené à aller vers ce confinement et ce couvre-feu généralisé. Couvre-feu appliqué à Dakar et à Thiès. Je sais que Thiès n'était pas la deuxième ville. Il paraît qu'il y a deux autres villes qui étaient devant nous. Je ne sais pas si les données que j'ai sont bonnes, mais il paraît qu'on est quatrième. Si on est quatrième ou troisième et les autres villes, pourquoi on ne fait pas de couvre-feu? Mais l'efficacité du couvre-feu à partir de 21h, je la questionne. Moi, je pense qu'on aurait même pu aller jusqu'à 23h. À Thiès, le service d'hygiène commence à investir les lieux recevant du public sur instruction du gouverneur président du comité régional de gestion des épidémies. Le marché central a reçu les hommes en marron pour des opérations de désinfection et de désinsectisation. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Direction Saint-Louis, la région en est à 772 cas de Covid-19 et plus d'une soixantaine de décès à la date du lundi 25 janvier. Mais cette situation n'ébranle guère les habitants de la langue de Barbarie qui doutent toujours de l'existence de la maladie. Les mesures barrières foulées aux pieds, la correspondance de Yves Tandeng. Malgré la recrudescence des cas de Covid-19 dans la région de Saint-Louis et les nombreux décès enregistrés depuis le début de cette pandémie, le respect des mesures barrières est toujours banalisé par une bonne frange de la population. Et c'est le cas d'ailleurs pour Baskara, Abdou Ndiaye et Sandjiri, tous trois des habitants du quartier de Guetnar dans la langue de Barbarie, qui révèlent ne pas croire du tout en l'existence de cette maladie. Nous avons nos masques, mais dans nos poches, car nous ne croyons pas en l'existence de cette maladie. Ici, nous ne pouvons pas respecter du tout la distanciation physique à cause de la promiscuité. Guetnar est un quartier très populaire et toute notre activité de travail se fait en dehors des maisons. Une attitude que condamne fermement cet autre guetnarien qui invite ses récalcitrants au changement de comportement face à la Covid-19. Vraiment, c'est inexplicable. La maladie est bel et bien là. Et tout le monde en est inconscient. Mais ils ne portent pas leur masque. Après multiples sensibilisations, les relais communautaires, les dispensaires, tout le monde, ils ne veulent pas. Je ne sais pas. Je me demande quelles sont les raisons qui les empêchent de porter leur masque. Mais la maladie est bien là. Elle tue chaque jour, chaque semaine, chaque seconde. Elle est bien là, la maladie. Et le président du conseil de quartier de Guetnar, Thierno Diop, de rappeler les efforts jusqu'ici consentis par leur comité de veille et d'alerte dans le cadre de la sensibilisation. Nous continuons la sensibilisation. Nous faisons tout pour que les populations prennent les choses en main et savent aussi que la maladie, elle est là, elle existe et elle est réelle. Donc nous appelons les populations à changer de comportement. Signalé qu'à la date du lundi 25 janvier dernier, la région de Saint-Louis a eu à enregistrer au total 772 cas de Covid-19 et plus d'une soixantaine de décès. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, à Matam, la Covid se propage dans la région avec un léger ralentissement ces derniers jours. 11 nouveaux cas en 72 heures pour un total de 294 contaminations depuis le début de la pandémie. Cependant, depuis l'annonce des 7 cas de décès, les autorités sanitaires ne communiquent plus le nombre de décès. Un changement qui nourrit la suspicion auprès des populations. Abdelrahman Diène.
11 nouvelles contaminations au coronavirus en 72 heures. La pandémie continue de se propager dans la région de Matam, même si un léger ralentissement dans sa progression a été constaté ces derniers jours. Ce matin, 4 nouveaux cas ont été déclarés positifs par la région médicale, portant le nombre total à 296 dans toute la région. Les décédés de l'hôpital de Matam et de Ourossogui sont en train de réaliser des prouesses majuscules, puisque sur 296 patients, 223 ont été traités et déclarés guéris, dont 94 hors CTE. L'absence de médecins réanimateurs dans le CTE de l'hôpital de Ourossogui avait été décriée par les populations inquiétées par le nombre de décès en hausse. Un pic du taux de létalité avec 7 décès en une journée la semaine dernière avait attiré l'attention des autorités qui ont finalement réussi à ramener un réanimateur dans le CTE. Néanmoins, depuis l'annonce des 7 cas de décès, les autorités sanitaires locales ont changé de stratégie de communication. Elles ont arrêté de communiquer le nombre de décès au quotidien. Ainsi, depuis la date du 21 janvier 2021, c'est le blackout sur le nombre de personnes emportées par la Covid-19. Un changement qui intrigue et suscite moult interrogations pleines de suspicions auprès des populations. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, après un répit dû à la première vague, beaucoup de fidèles ont repris le chemin des cimetières pour assister aux inhumations au moment où certains sont catégoriques qu'ils les évitent. Mais pour ce qui est des condoléances, plusieurs le font par téléphone. Reportage Josette Kelly. Depuis le début de la pandémie et surtout de cette deuxième vague, Maman Sophie, enseignante à la retraite, se fait de plus en plus rare aux enterrements puisqu'elle est vulnérable. Il faut tout juste obéir à ce qui a été dit. Quand il y a un enterrement de quelqu'un que je tiens à cœur, je fais un tout petit effort d'assister à la messe, accidentellement de venir au cimetière. Mais pour le reste, je vais tout juste à la maison mortuaire, je présente des condoléances. Je récite 2 ou 3 dizaines de chapelets, je donne au moins l'intention d'une messe et je rentre à la maison. Je pense que c'est beaucoup plus sûr. Ah non, moi je suis venu une seule fois où il avait été dit que les condoléances seraient reçues à la porte du cimetière. J'ai déplacé les gens en catastrophe qui étaient en rang pour présenter les condoléances, je suis rentré chez moi. Quant à Abdoulaye Diop, il assiste toujours aux inhumations avec la volonté de respecter la distanciation, mais le fait difficilement. J'ai assisté à une série quand même depuis quelque temps. D'une manière générale, les gens ne sont pas aussi stricts. Avant d'enterrer, les gens, disons, essaient de réglementer un peu. Mais au moment de faire la prière au cimetière musulman de Yoff, au lieu de le faire à son quartier, j'ai constaté que ce n'est pas respecté. C'est difficile. Quand il faut faire la prière du défunt, là, la compagnie, là, vraiment, les gens ne l'ont pas respecté. En tout cas, dans les cas où j'ai été. Alors, c'est un peu difficile, mais moi, je le respecte tout au long du trajet jusqu'à la tombe. Vraiment. Face au relâchement constaté, Habib Sagnan, gestionnaire du cimetière Saint-Lazare de Béthanie, attend de nouvelles mesures, et ce, dès demain. Nous avons une dizaine de chaises ici qu'on met à la disposition des familles. On les dispose à l'entrée du cimetière pour qu'après les condoléances, tout le monde rentre. Les autorités de l'église prendront une décision pour ça, parce que sinon, ça risque de... Ce qu'ils refusent à la maison, ils le font ici, à l'entrée du cimetière. Donc pour moi, il faut essayer de limiter le nombre de personnes accompagnant la dépouille. Comme lors de la première vague, il fallait 20-25 personnes maximum. Les rassemblements sont de plus en plus notés lors des enterrements où les gestes barrières sont difficilement respectés en cette période où la pandémie progresse. Josette Kali, en tout cas, Medina Baye, le Khalif ordonne le respect strict de la distanciation physique dans la grande mosquée. Dans le cadre toujours de la lutte, de la riposte de cette deuxième vague de contamination, la Croix-Rouge sénégalaise mène un travail de sensibilisation dans les lieux d'affluence. Elle accompagne toujours le protocole mis en place pour les enterrements. Malik Faye, responsable eau, hygiène, assainissement, prévention et contrôle des infections de la Croix-Rouge ou à la Croix-Rouge. S'entretient avec Marie-Rosalie Diaye. Toute personne qui est en détresse doit être assistée dans les délais par une autre personne. Donc si dans la rue ou dans la communauté, quelqu'un assiste à quelqu'un qui subitement est tombé, ça peut ne pas être le Covid. Ça peut être un syncope, ça peut être quelqu'un qui s'est évanoui, ça peut être une crise, etc. Mais dans cette période de pandémie, il serait important que la personne qui doit aller vers ce dernier pour le secourir puisse prendre de lui les mesures nécessaires de protection, à savoir porter un masque, quand même avoir des gants. S'il a quand même la connaissance de réanimer quelqu'un, si c'est quelqu'un qui a déjà fait le secourisme ou bien qui est infirmier et qui est médecin, donc il saura quelle est la procédure pour pouvoir aider la personne à réanimer.
Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît rien et qui doit aider la personne, donc le mieux, c'est de se prémunir d'abord et ensuite de voir avec la personne, s'il ne respire pas, d'essayer de le coucher sur le côté droit et puis en position de sécurité et d'alerter rapidement. Et aussi de voir ce que tu peux faire. Mais d'habitude, ce qu'on dit, c'est de ne pas donner de l'eau. Ne pas donner de l'eau à la personne. Donc, c'est pour éviter d'aggraver la situation. Mais quelqu'un qui est déjà instruit en secourisme, lui, sait déjà ce qu'il faut faire tout en prenant les dispositions nécessaires de ne pas utiliser en cas de Covid. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, dans nos formations de secourisme dans nos écoles, maintenant, on commence à pratiquer la réanimation avec quand même d'autres systèmes qu'on a mis en place pour prévenir le Covid. 18h21 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Opération de sécurisation des forêts casamançaises. L'armée intensifie ses actions entre Sikung, Bilas, Bafata dans la bande frontalière. Un déploiement impressionnant de troupes est signalé dans la zone où des cantonnements rebelles seraient démantelés. Ben Michel Confoudi. Les forces armées sénégalaises qui ont investi les forêts des départements de Ziguinchor et Goudomp depuis l'assassinat de 2 jeunes de la commune de Boutoupa-Kamara dans la forêt de Bilas ont intensifié ces derniers jours leurs opérations de sécurisation. Des sources indiquent que les mouvements de troupes sont devenus plus importants ces dernières 48 heures et des tirs à l'arme lourde ont été entendus par les populations vers les zones de Bafata, Sikun, Bilas, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Nos sources indiquent que l'avion de reconnaissance a survolé pendant plusieurs heures l'espace aérien de ces forêts pour appuyer les troupes au sol. Des cantonnements rebelles seraient même démantelés entre hier et aujourd'hui par les forces armées sénégalaises. Pour rappel, ces forêts ont été ces derniers temps le théâtre d'actes de prise d'otages, de torture et d'assassinat de la part des bandes armées, au moment même où les populations déplacées manifestent un désir ardent de retrouver leur terroir et de vivre de leurs exploitations agricoles. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Sud International. Au Portugal, le gouvernement portugais a décidé mercredi de suspendre à partir de vendredi tous les vols avec le Brésil en raison de l'augmentation des cas d'infection par le Covid au Portugal et la détection de nouvelles souches du virus. Le gouvernement a décidé de suspendre les vols en provenance et à destination du Brésil à partir du 29 janvier compte tenu de l'évolution de la pandémie au niveau mondial selon un communiqué. Et puis le nombre de pays et territoires où se trouve dorénavant le variant britannique du coronavirus s'est élevé à 70 au 25 janvier, soit 10 de plus qu'au 12 janvier, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi. Le variant sud-africain, qui comme le britannique est beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2, originellement poursuit aussi sa propagation et est désormais présent dans 31 pays et territoires, soit dans 8 pays de plus, détaille l'Organisation mondiale de la santé dans sa revue épidémiologique hebdomadaire. Direction le Mali. La dissolution du Comité national pour le salut du peuple CNSP est effective. Son décret d'abrogation a été entérimé par le président de transition Bandao depuis ce 26 janvier. Cette décision était un vœu de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le chef de l'État Bandao continue sa visite d'État en France et 6 de ses ministres ont foulé le sol de Kidal, une première depuis le coup d'État d'août dernier. Les précisions dans ce papier signé Sori Ibrahima Maïka. Le Comité national pour le salut du peuple est dissous depuis ce 18 janvier, même si la nouvelle a été officialisée hier mardi 26 janvier. Cette décision, qui était une des dernières recommandations de la CEDEAO, avait été une énième fois réitérée par l'organisation lors de son 58e sommet ordinaire tenu ce 23 janvier par visioconférence. Dans le même contexte, l'institution sous-régionale a appelé à une transition inclusive au Mali, tout en exprimant son inquiétude par rapport aux interpellations contre certaines personnalités. Le décret abrogeant le CNSP et adopté par le président Bandao a pris du temps et suscité des interrogations sur les intentions même de la junte auteur du putsch du 18 août 2020. Le chef de l'État, de son côté, entame depuis hier une visite en France où il sera question avec le président français Macron de la coopération entre les deux pays et le G5 Sahel
qui tiendra son sommet février prochain au Tchad. Quant au gouvernement de transition, 6 de ses membres sont en tournée dans les régions du Nord, notamment à Kidal, où des échanges ont porté sur l'accord de paix d'Alger et les sujets de développement des régions nord du pays. Pour certains politologues, cette visite qui regroupe les ministres de la réconciliation, de la sécurité, de la jeunesse et des sports démontrera que cette zone, fief des ex-rebelles depuis plusieurs années, notamment la coordination des mouvements de l'Azawad, est un territoire qui reste malien. Sori Ibrahim Meiga depuis Bamako pour Sud FM. Merci à vous, Sori Ibrahim Maïga. En Guinée, plusieurs opposants viennent d'être condamnés à de lourdes peines par la justice. Aussitôt, ces adversaires politiques du président Alpha Condé ont été conduits dans une prison située à plus de 40 ou de plus de 400 km de la capitale Conakry. Une situation qui suscite inquiétude et indignation des ONG de défense des droits de l'homme qui parlent de purges enclenchées par le régime pour anéantir l'opposition. De l'autre côté, l'UFDG, plus grand parti d'opposition, projette une manifestation de rue pour exiger la libération immédiate de ses militants. Compte rendu Amadou Ribari. Alpha Condé met en exécution sa menace de punir ses opposants. Au lendemain de sa réélection contestée pour un 3e mandat, le président de la République avait mis en garde ses adversaires politiques, notamment son principal challenger, Cellou Dalein Diallo, quant à sa détermination à mettre fin à ce qu'il appelle la pagaille orchestrée par l'opposition durant ses 10 ans de gouvernance. Ainsi, plus de 300 personnes ont été mises aux arrêts et conduites dans la plus grande prison du pays. Après de longs mois, 9 détenus dans l'attente d'un procès ont trouvé la mort dans les geôles, tandis que d'autres défilent en ce moment à la barre. Ce mardi, 70 opposants ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 10 ans de prison ferme pour certains et d'autres avec sursis. Ces prévenus étaient poursuivis pour incitation à la haine, menace de mort, offense au chef de l'État, injures publiques et détention illégale d'armes. Juste après le verdict, les condamnés ont été mis dans des camions et conduits à Soronkoni, un camp militaire situé à 400 km de la capitale Conakry. Face à cette décision, les avocats des opposants dénoncent un procès expéditif pour punir ceux qui ont marqué leur opposition à un changement de la Constitution, tandis que des activistes des droits de l'homme expriment leur inquiétude face à l'attitude des autorités accusées d'engager une chasse aux sorcières pour éteindre toute voix discordante dans le pays. Le président de l'ONG Même Droit pour tous exige du président de la République la libération sans condition de tous les détenus, à la justice de faire preuve d'impartialité. Quant aux partis politiques de l'opposition, ils annoncent des séries de manifestations dans les prochains jours pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'harcèlement et d'abus d'autorité exercés sur les opposants. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. CHAN 2021, fin de la phase de poule ce mercredi. Le groupe D au programme: Tanzanie face à la Guinée, Namibie contre Zambie. Les matchs sont prévus à 19h. Rugby, championnat national. Les équipes passent de 15 à 7 joueurs, rien que pour le respect des mesures barrières. Un important dispositif est mis en place pour lutter contre la Covid-19. Voici les explications du directeur administratif de la Fédération sénégalaise de rugby, Elhadj Diène Diouf, joué par Odile Minkila. Le rugby qui est un sport de contact, il fallait faire des tests. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Mais il y a un dispositif où on prend des thermoflages, tout ça. Et avec aussi le protocole qu'on a mis en place pour les matchs, bon, les réunions c'est interdit. Donc quant au déroulement du match, il y a des procédures à respecter dans le protocole. Les réunions techniques, c'est pas des réunions où on le fait comme avant. L'arrivée des équipes aussi, il faut arriver par équipe, lavage des mains, prise de température. Donc l'accès uniquement aux joueurs qui jouent sur le terrain. Et là nous jouons à 7. Donc les effectifs ont été réduits à 15 par équipe, c'est-à-dire juste le strict minimum. Et ceux qui sont nous n'utilisons pas les vestiaires, c'est un endroit aéré, donc l'accès est limité. Avant un match, il n'y a pas de cérémonie, des trucs où on fait
on regroupe les gens pour parler. Pour les arbitres aussi, c'est pareil. Sur les bancs de touche, on respecte les distances entre les joueurs et port obligatoire du masque. Donc nous avons désigné une personne spéciale qui s'occupe du contrôle de tout ça pour voir est-ce que tout est respecté, tout est en règle pour ramener les personnes. Donc c'est ce que nous faisons. Donc le rugby est un sport comme tous les autres sports. Bon, ici la précision c'est quand on parle de combat, c'est pas des combats comme la lutte où on voit deux personnalités ou une personnalité. Sud FM, l'invité du jour. Notre invité du jour, il s'agit de Malik Faye, responsable eau, hygiène, assainissement, prévention et contrôle des infections à la Croix-Rouge. Il s'entretient ici avec Marie-Rosaline Diaye. Malik Faye, bonjour. Bonjour. Quel est le travail que mène actuellement sur le terrain la Croix-Rouge dans le cadre de la riposte de cette deuxième vague de la pandémie au Sénégal? Oui, dans le cadre de cette deuxième vague de la pandémie au Sénégal, actuellement nous sommes en train de remobiliser les comités départementaux qui sont au nombre de 45, de même que les 1250 comités locaux pour pouvoir maintenant prendre les dispositions idéales, surtout dans le domaine de la prévention et contrôle des infections. Et il y a certains départements dont actuellement je suis en tournée, qui sont les départements du Sud, où déjà on est en train de faire les formations de renforcement des capacités pour que les volontaires maintenant puissent aller sur le terrain tout en prenant toutes les dispositions nécessaires, travailler en commun accord avec le service national de l'hygiène, de même qu'avec les districts sanitaires dans 4 axes. Donc la première, c'est la sensibilisation au niveau domiciliaire, tout en prenant toutes les dispositions de sécurité. La deuxième, c'est au niveau des lieux d'affluence, tout en mettant en place des dispositifs de veille sur le lavage des mains, sur le port des masques, etc. Et le troisième, c'est le fait de renforcer le service national de l'hygiène en personnel, en ressources humaines, parce qu'on sait que c'est un corps qui a, depuis pas mal de temps, eu des problèmes de ressources humaines. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties à la retraite et il n'y a pas encore de nouveaux recrutements. Et la dernière, c'est autour des cas positifs. Dès qu'il y a un cas positif, donc on est informé et le volontaire doit se rendre chez cette personne et pour quand même lui donner un kit d'hygiène. Et cette kit d'hygiène-là est composé d'un dispositif de lave-mains, du javel, du savon, des masques et aussi une affiche pour lui permettre quand même de se prémunir et quand même de faire la prévention autour de sa famille. Et autour de cette personne, on va avoir aussi les personnes contacts qui sont avérées et ces mêmes contacts vont recevoir le même kit. Et pour qu'au cas où ce gars devient positif, on est sûr que s'il prend les dispositions à tenter, lui, il n'aura pas le temps quand même de contaminer les autres. Donc c'est ce système-là qu'on va mettre en place, qu'on appelle un système de microcerclage autour du cas pour pouvoir quand même diminuer l'épidémie. Et il y a aussi un autre volet qui est le volet au niveau des jeunes. Donc on a aussi un référent technique des jeunes qui est en train de travailler dans les 7 régions, qui est la région de Dakar, la région de Diourbel, la région de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda, de Tambacounda et de Kédougou, où on va encore mettre en place travailler avec les organisations de jeunesse autour pour des sensibilisations et des activités de riposte. De même que aussi dans du domaine des femmes et des jeunes filles, c'est les mêmes procédés dans les mêmes régions pour aussi les femmes vendeurs de poissons, les femmes on sait que les femmes s'activent beaucoup dans le milieu informel. Donc, c'est des activités qu'on va faire avec ces femmes-là, avec ces filles-là pour les sensibiliser. Et le 4e volet, c'est la psychosociale. Est-ce que des moyens supplémentaires ont été mis à la disposition de la Croix-Rouge ou bien c'est le même dispositif que lors de la première vague? Bon, pour des moyens supplémentaires, je pense qu'actuellement la Croix-Rouge est en train de développer ces activités-là grâce à l'appui de certains partenaires. Comme tout récemment, on travaille avec l'UNICEF sur ce parti-là.
Et il y a le Croissant Rouge turc, c'est-à-dire que les sociétés nationales participantes qui sont présentes au Sénégal, c'est-à-dire que les sociétés de la Croix-Rouge, comme le Croissant Rouge turc, comme la Croix-Rouge française, comme la Croix-Rouge espagnole. Et ça, ce sont des bailleurs potentiels de la Croix-Rouge qui nous appuient selon les programmes. Mais du côté du ministère de la Santé, je pense qu'actuellement, on n'a pas encore reçu de moyens supplémentaires par rapport à cette deuxième pandémie. Mais néanmoins, étant auxiliaire des pouvoirs publics, nous sommes dans l'obligation de les accompagner selon nos moyens et avec l'appui de nos bailleurs. En ce qui concerne la désinfection des corps, est-ce que la Croix-Rouge est toujours sur le terrain? Bon, pour la désinfection des corps, déjà, si c'est au niveau des CTE, c'est la Croix-Rouge qui le faisait. Mais à l'heure actuelle, avec la nouvelle stratégie sur la désinfection des corps, il y a les agents d'hygiène qui sont au niveau des CTE et qui s'occupent de ça. Donc nous, juste on les assiste et s'il n'y a pas d'agent d'hygiène maintenant dans une quelconque centre, là les volontaires de la Croix-Rouge pourront faire le travail. Mais à l'heure actuelle, le service d'hygiène est bien équipé pour s'occuper de ce volet. Nous, toujours dans le protocole, on les accompagne jusqu'à l'enterrement. Mais la désinfection du corps et du ressort du service d'hygiène. Oui, le protocole d'accompagnement lors des enterrements est toujours de rigueur, est toujours d'actualité. Bon, seulement, actuellement, on sait que même le nombre de morts que les gens disent, on sous-entend qu'il y a d'autres décès qui ne sont pas signalés et qui sont dus au Covid, qui sont dans la communauté. Donc, il y a eu toujours assez réticences, il y a toujours ce déni au niveau de la communauté où il y a beaucoup de décès. Sans pour autant qu'on sache que c'est un décès de Covid. Merci beaucoup, Malik Faye. Merci, madame. Merci à vous, Marie-Rosaline Ndiaye. 18h37 sur nos ondes. Venons-en à la page économie avec Rapsa Ilimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Accompagnement des différents corps de métiers de la région de Sédhiou à l'élargissement équitable à la formation professionnelle. C'est dans le cadre de l'apprentissage rénové du projet ACEFOP exécuté par l'Agence de coopération luxembourgeoise pour le développement. 133 récipiendaires ont reçu le certificat d'aptitude professionnelle. Piragnon est le chef d'antenne du projet Accès équitable à la formation professionnelle des régions du Sud-Est. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne à travers les fonds fiduciaires d'urgence de l'Union européenne. Et ce projet est exécuté par l'Agence de coopération luxembourgeoise pour le développement. C'est un projet qui appuie le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'artisanat, de l'insertion actuellement. Nous sommes là depuis 2016. Nous accompagnons l'élargissement de l'accès équitable à la formation professionnelle. La qualité de la formation professionnelle aussi, nous travaillons à développer la qualité. Mais également, comme troisième résultat, l'appui à l'insertion et le renforcement de la formation continue. Donc ces trois résultats sont les trois résultats que le projet Accès équitable à la formation professionnelle vise à atteindre depuis ces 4 dernières années avec les partenaires principaux qui est le ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de l'insertion. Nous sommes partenaires de tous les centres de formation professionnelle qui existent au niveau des 5 régions d'intervention de ce projet. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tamba, Kédougou. L'activité que nous sommes en train de dérouler actuellement ici au CEPAR, c'est une activité de l'apprentissage, d'accompagnement de l'apprentissage rénové, mais en passant avec l'appui du CEPAR, qui est un centre de formation des maîtres artisans, mais également avec le CFP. C'est les 2 centres de ressources sur lesquels on s'appuie pour pouvoir accompagner les maîtres artisans afin de mieux former les apprentis qui sont dans les ateliers de ces maîtres artisans. Ndeye Fatou Seydi, une des récipiendaires au CAP, exprime toute la joie de disposer de ce sésame. Pendant la formation, on a fait les travailleurs, fait les sirops avec les céréales, des ginger et les tamarins. On fabrique ça en sirop dans la propreté. Avant, on va commencer, on lave les mains, après on prend les produits, on nettoie les produits. On fait reposer des sirops pendant quelques minutes. On fait la filtration d'abord. Après, on fait préparer les sirops. De temps en temps, je vais voir mon patron qui s'appelle Marie Dazilva. Parce que toujours, je travaille avec lui. Et puis, on a fait l'examen là. Jusqu'à présent, on travaille de toutes les matières. On fait le lait, des tamarins et des ginger avec des citrons, bissap, tout. Extra. Pour avoir les produits, les voix que tu achètes, tu commences ton travail après tu
remonte le marchandise. C'est ça. Les propos de Biragnon et de Ndeye Fatou Seydi étaient recueillis par Moussa Dramé. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. À Thiès, un bâtiment R+3 s'effondre à Khodaba, à Keur Moussa. Un bilan provisoire de 6 blessés, dont 2 dans un état grave. Tous évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Diegen de Thiès. Et puis, vous aurez sans doute remarqué ces cas de décès subites notés. Au moins 6 cas relevés en l'espace d'une semaine. Des scènes de malaise sur la voie publique. Qu'est-ce qu'il explique une cardiopathie coronarienne, martèle le docteur Simon-Antoine Sarr de l'hôpital Aristide Le Dantec. Pour y remédier, il faudrait éduquer, enseigner les gestes de premier secours. Mais les Sénégalais connaissent-ils les gestes de premier secours? Vous avez suivi avec nous dans ce journal le micro-trottoir réalisé par Abdoulaye Diop. Et puis, coronavirus au Sénégal, la pression s'accentue dans les structures sanitaires. Le pays dépasse désormais le cap des 600 morts avec ses 9 nouveaux décès supplémentaires enregistrés et 280 nouvelles contaminations. Nous avons fait le point sur la situation épidémiologique à Dakar, Thiès, Matam et Saint-Louis. L'actualité internationale et sportive ont bouclé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Santoun qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Biramandiaï à 21h pour le journal en Wolof.